Avez-vous déjà pensé qu'un simple repas de famille pouvait cacher un secret que personne n'oserait révéler pendant des décennies? À Dijon, en 1932, dans une maison bourgeoise de la rue des Forges, une jeune domestique de 19 ans sourit devant un appareil photo, au moment même où sa vie bascule. Ce soir-là, un dîner parfaitement ordonné se transforme en un événement qui marque à jamais la famille Artaud. Car moins de 2 heures après cette photo, la jeune Noël disparaît, sans bagage, sans adieu, sans explication publique. Et pendant 31 ans, personne dans cette maison n'osera prononcer son nom. Pourtant, quelque chose retrouvé bien plus tard, dans un lieu banal que tout le monde croyait connaître, va renverser tout ce qu'on croyait savoir sur cette disparition. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisada, inspirée de réalités humaines que nous connaissons tous, une histoire de silence, de mémoire, de dignité et de justice tardive. Avant de commencer, si ces récits humains, chargés d'émotions et de mémoire, résonnent en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Votre participation aide vraiment à faire vivre ces histoires dramatisada et à rappeler que chaque vie, même silencieuse, a quelque chose à enseigner. Dijon, 1932. Dans le salon à manger d'une maison bourgeoise de la rue des Forges, une photographie est prise à 19h10 précise. L'horloge murale le confirme. Sur la table, les couverts alignés reflètent la lumière d'un abat-jour en tissu. Au fond, près du buffet, une jeune bonne de 19 ans nommée Noël Vasseur tient un plateau couvert. Elle sourit, mais ses yeux trahissent une tension étrange. La paupière gauche légèrement crispée, le menton dur, et sur le bord de son poignet droit, une petite coupure mal cicatrisée. Ce que personne ne sait encore, c'est que dans moins de 2 heures, Noël Vasseur disparaîtra de cette maison, et que la famille Artaud ne prononcera plus jamais son nom, ni ne priera pour elle. Pourquoi un silence aussi radical pour une simple domestique? La réponse se cache dans ce plateau qu'elle tient entre ses mains tremblantes. La famille Artaud traverse une période difficile. Hervé, le père, négociant en vin, subit de plein fouet la crise qui frappe le commerce bourguignon depuis 1930. Les ventes vers Paris ont chuté de 40% selon les registres commerciaux de la région. Mais dans cette maison, l'étiquette demeure rigide. Solange, l'épouse, veille aux apparences avec une obsession maladive. Leur fille Jeanne, 11 ans, est une enfant fragile qui souffre d'asthme. Noël, orpheline de père, arrive de l'internat laïque de Chalon-sur-Saône 6 mois plus tôt. Elle travaille pour une chambre sous les toits, 2 francs par semaine et les repas. Les archives syndicales de la CGT confirment que ce type de contrat était courant à l'époque. 14 heures par jour, un seul jour de congé par mois. Noël est vive, discrète. Elle possède un talent rare que personne n'a demandé, mais que tout le monde utilise en secret. Elle sait calmer les crises d'asthme de Jeanne avec une tisane de thym et de miel, recette apprise de sa mère. Ce soir-là, sur le plateau que Noël tient, il n'y a pas un dessert de maison bourgeoise. C'est un pudding au pain rassis, une recette qu'elle a proposée pour économiser. Solange a toléré l'idée, mais la considère comme une chose de pauvre. Pendant que Monsieur Lenoir, un invité négociant, prend la photographie, la conversation glisse vers les coutumes modernes qui contaminent le service domestique. Solange serre sa serviette. Le regard de Noël se durcit. Quelque chose a été dit juste avant le déclic. Quelque chose qui coupe l'air comme une lame. Dans le couloir qui mène à l'office, Noël entend Armand, le chauffeur, grommeler que la patronne n'admet pas les bonnes, avec des idées propres, et qu'elle aura son compte ce soir. Plus tôt dans la journée, Noël a demandé à Hervé les salaires en retard, 3 semaines de paix, et du charbon pour sa chambre sous les toits. Il fait si froid que Jeanne a eu une crise de toux la nuit précédente. Noël l'a aidé à respirer, en faisant bouillir de l'eau avec du thym. Hervé a répondu avec des promesses vagues. Solange, irritée, a ordonné que la bonne n'interfère plus jamais dans la santé de sa fille. Le sourire tendu de Noël sur la photographie naît de cette peur de représailles et d'un secret déjà en gestation dans son esprit. Jeanne, la petite, souffre depuis des mois de nuits sans air. Le médecin de famille, payé cher par les Artaud, prescrit le repos au lit et un sirop coûteux.
Mais les crises continuent. Noël, en nettoyant la chambre de l'enfant, a remarqué quelque chose que personne n'avait vu. De la moisissure derrière le papier peint fleuri. La cause réelle des crises. Elle demande la permission d'aérer la chambre chaque matin et de faire bouillir de l'eau avec du thym pour humidifier l'air. Solange refuse sèchement. « Remède de bonne », dit-elle. Et lorsque Jeanne commence à respirer mieux grâce à la tisane que Noël lui donne en cachette, la mère se sent désautorisée. Pour la maison Artaud, il est plus facile de faire taire une domestique que d'accepter qu'un soin humble ait mieux fonctionné que le luxe. Après le dîner, alors que les invités partent et que la maison retrouve son silence pesant, Solange donne un ordre simple à Armand. « Emmenez-la, maintenant ». Dans le vocabulaire domestique de l'époque, emmener signifiait déposer la bonne à la gare avec un sac, sans lettre de référence. L'exil social du service. Une pratique documentée dans les témoignages ouvriers de la période. Qui partait ainsi ne trouvait plus de travail nulle part. C'est la forme la plus crue de punition silencieuse. Hervé consent. Les affaires vacillent, et il préfère ne pas contrarier son épouse. « Nous n'en parlerons jamais », conclut Solange. Et ainsi il décrète l'effacement du nom. Noël Vasseur doit disparaître, pas seulement de la maison, mais de la mémoire même de cette famille, comme si elle n'avait jamais existé. Dans l'office, Noël choisit de ne pas supplier. Ses mains tremblent en repliant son tablier. Elle sait ce que signifie partir sans référence. Elle sait qu'elle ne trouvera plus de place dans aucune maison bourgeoise de Dijon. Avant de monter dans la voiture, elle demande une minute, une seule, pour dire au revoir à Jeanne. Dans le couloir sombre, la petite tremble. Noël s'agenouille devant elle, chante tout bas la même berceuse qu'elle utilisait pour calmer ses crises. Et sans un mot, elle montre à Jeanne comment accrocher le rideau de sa fenêtre pour laisser l'air circuler. Sur l'épaule de Jeanne, elle fixe avec une épingle un petit brin de thym. Rien d'écrit, rien de confessé, juste un geste, une odeur que l'enfant n'oubliera jamais. Puis Armand la conduit à la gare. La nuit tombe sur Dijon. Noël Vasseur monte dans un train pour Lyon avec une valise légère et un cœur lourd. Derrière elle, dans la maison Artaud, on ferme les volets. On range la photographie dans un tiroir. Et on décrète le silence. Mais ce que Solange ignore, c'est qu'on ne peut pas effacer quelqu'un qui a sauvé une vie. On ne peut pas faire disparaître une odeur de thym, ni une berceuse murmurée dans le noir. Pour comprendre pourquoi Noël Vasseur accepte ce silence sans se battre, il faut revenir 6 mois en arrière. À son arrivée dans la maison Artaud. Elle a 19 ans et porte déjà sur les épaules le poids d'une vie difficile. Son père, ouvrier dans une usine textile de Chalon-sur-Saône, est mort d'une pneumonie quand elle avait 12 ans. Sa mère, blanchisseuse, s'est éteinte 3 ans plus tard, les mains rongées par les lessives alcalines. Noël termine son enfance dans un internat laïque, où elle apprend la discipline, la discrétion et cette habitude de parler tout bas, même quand ce n'est pas nécessaire. Les registres de l'internat montrent qu'elle était une élève appliquée, toujours volontaire pour aider aux cuisines. C'est là qu'elle découvre les recettes d'économie. Le pain rassis qui devient pudding, les os qui deviennent bouillon, les légumes tordus qu'on transforme en soupe épaisse. C'est là aussi qu'elle apprend à ne jamais rien demander pour elle-même. Quand Hervé Artaud vient chercher une domestique à l'internat, Noël se présente avec une seule recommandation écrite par la directrice. Honnête, travailleuse, silencieuse, Hervé l'embauche immédiatement. Le salaire est maigre mais Noël ne négocie pas. Elle a une chambre sous les toits, juste assez grande pour un lit étroit et une malle en bois. Le chauffage n'y monte jamais. L'hiver, elle dort avec son manteau sur les épaules. Ses mains se fissurent à cause de l'eau froide et des savons. La cicatrice sur son poignet date d'un couteau qui a glissé en tranchant du pain. Elle n'a pas osé demander un pansement. Elle l'a bandé elle-même avec un morceau de tissu arraché à un vieux torchon. Jeanne Artaud, la petite fille de la maison, devient rapidement attachée à Noël. Pas seulement parce que la bonne est douce avec elle, mais parce que Noël est la seule personne qui semble vraiment écouter quand l'enfant dit qu'elle a du mal à respirer. Solange, la mère, minimise toujours. « C'est nerveux », dit-elle. Le médecin prescrit du repos et un sirop à base de codéine que l'on trouve dans les pharmacies de l'époque. Mais les crises continuent, surtout la nuit. Jeanne se réveille en suffoquant,
les mains agrippées à sa gorge. Solange appelle Noël pour veiller sur l'enfant pendant qu'elle retourne se coucher. Et c'est dans ces nuits-là que Noël commence à observer. Elle remarque que les crises sont pires quand la fenêtre reste fermée, que l'odeur dans la chambre est lourde, humide. En nettoyant derrière le lit, elle découvre la moisissure. De grandes taches verdâtres sous le papier peint à fleurs. Elle sait, par sa mère blanchisseuse, que ce type de moisissure attaque les poumons. Elle demande timidement à Solange la permission d'aérer la chambre chaque matin. Solange refuse. « Il fait trop froid », dit-elle. « L'enfant va prendre mal. » Noël insiste avec précaution. Elle propose de faire bouillir de l'eau avec du thym pour humidifier l'air sainement. « Remède de pauvre », répond Solange avec mépris. « Les médecins coûtent cher, les bonnes donnent des conseils gratuits. » Noël recule. Et la nuit suivante, quand Jeanne suffoque à nouveau, elle prépare quand même la tisane en cachette. L'enfant boit. Sa respiration se calme. Le thym, reconnu depuis des siècles comme expectorant naturel dans les campagnes françaises, fait son œuvre. Les semaines passent, Jeanne respire mieux. Solange le remarque. Elle questionne le médecin qui attribue cela au sirop. Mais Jeanne, avec l'innocence de ses 11 ans, dit la vérité à table un soir. « C'est Noël qui me donne la tisane, maman. Ça sent bon et ça m'aide. » Le silence tombe sur la salle à manger. Hervé tousse. Solange pose sa fourchette avec une lenteur calculée. Après le dîner, elle convoque Noël dans le couloir. « Ne vous mêlez plus de la santé de ma fille, » ordonne-t-elle. « Vous n'êtes pas médecin. Vous êtes bonne. Restez à votre place. » Noël baisse les yeux. « Oui, madame, pardon, madame, mais dans son cœur quelque chose se brise. Elle a sauvé cet enfant, et on lui ordonne de se taire. Les tensions s'accumulent. Hervé retarde les salaires. 3 semaines, puis 4. Noël a besoin de cet argent pour envoyer quelques sous à une cousine restée à Châlons. Mais elle n'ose pas réclamer. Jusqu'au jour où le froid dans sa chambre devient insupportable. Elle descend demander du charbon. Hervé promet d'en faire livrer. Le charbon n'arrive jamais. Une nuit, Jeanne a une crise violente. Noël se précipite dans sa chambre avec la tisane. Solange la trouve là, agenouillée près du lit, tenant la main de l'enfant. « Sortez immédiatement », siffle-t-elle. Le lendemain, l'atmosphère dans la maison est glaciale, plus froide encore que la chambre sous les toits. Noël sent que quelque chose se prépare. Armand, le chauffeur, évite son regard. La cuisinière, Madame Roche, lui glisse à l'oreille. « Méfiez-vous. La patronne n'aime pas qu'on la contredise. » Le soir de la photographie arrive. Monsieur Lenoir, un associé d'Hervé, vient dîner. Il apporte un appareil photographique. Nouveauté à l'époque dans les maisons bourgeoises. Après le repas, il propose de prendre une photo du salon à manger, pour immortaliser l'élégance de la maison Artaud, dit-il. Solange accepte avec fierté. Noël est appelé pour apporter le dessert, ce pudding au pain qu'elle a préparé avec les restes. Elle entre dans le cadre sans le vouloir. Monsieur Lenoir déclenche. 19h10. Le flash illumine la pièce. Et dans ce bref instant de lumière, tout le drame silencieux de cette maison se fige sur la pellicule. Le sourire forcé de Noël, ses yeux tendus, la coupure sur son poignet, et ce plateau qu'elle tient comme un bouclier dérisoire contre l'injustice qui va s'abattre sur elle dans moins de 2 heures. Après le départ de Lenoir, Solange attend que la maison soit silencieuse. Puis elle prononce la sentence. Emmenez-la. Maintenant. Et Noël Vasseur, 19 ans, disparaît dans la nuit de Dijon. Effacé, oublié. Du moins, c'est ce que croit Solange Artaud. Lyon, 1933. Noël Vasseur descend du train avec une valise qui contient toute sa vie. 2 robes, un châle, une paire de chaussures trouées. Et dans la poche intérieure de son manteau, la seule chose qui compte vraiment, la recommandation de l'internat de Châlons. Sans lettre de référence des Artaud, c'est tout ce qu'elle possède pour prouver qu'elle sait travailler. Elle loge d'abord dans une pension ouvrière de la Croix-Rousse, une chambre minuscule qu'elle partage avec 2 autres femmes. L'une travaille dans une usine de soie, l'autre fait des ménages. Elle parle peu. Chacune porte son fardeau en silence. Noël cherche du travail pendant des semaines. Elle frappe aux portes des maisons bourgeoises du quartier des Brotteaux. Partout, on lui demande ses références.
Elle montre la lettre de l'internat. Ce n'est pas suffisant. On veut savoir où elle a travaillé après. Elle reste muette. On ferme les portes. Les registres de l'assistance publique de Lyon montrent qu'à cette époque, des milliers de femmes comme elle survivaient dans l'économie informelle de la ville. Finalement, Noël trouve une place dans un atelier de confiserie populaire de la rue Mercière. Le patron, M. Girard, un homme au visage buriné qui a lui-même connu la pauvreté, ne demande pas de référence. Il cherche quelqu'un qui sait travailler dur. Noël commence par laver les moules, nettoyer les plans de travail. Puis elle observe. Elle apprend. Les gestes précis pour pétrir la pâte. La température exacte du sucre. La patience nécessaire pour réussir une meringue. Elle apprend aussi à transformer les restes. Le pain dur devient pudding. Les blancs d'œufs deviennent nuages sucrés. Les fruits abîmés deviennent compotes. Monsieur Girard remarque son talent. Il la laisse préparer les desserts populaires, ceux que les ouvriers achètent que le dimanche. Noël ne gagne pas beaucoup, mais c'est un salaire régulier. Pour la première fois depuis son départ de Dijon, elle peut respirer un peu, même si ses mains restent gercées, même si son dos la fait souffrir, même si elle dort toujours habillée à cause du froid. Les années passent lentement. Noël vieillit en silence. Elle évite les photographies. Quand quelqu'un sort un appareil lors d'une fête ouvrière, elle détourne le visage. Elle parle peu de son passé. Quand on lui demande d'où elle vient, elle répond simplement « de Bourgogne ». Et elle change de sujet. La honte intérieure ne la quitte jamais. Elle se répète souvent qu'elle a parlé trop, qu'elle aurait dû rester à sa place. Cette culpabilité la ronge même si, rationnellement, elle sait qu'elle n'a rien fait de mal. C'est une blessure invisible que personne ne voit, mais qui ne guérit pas. En 1940, la guerre éclate. Lyon devient une ville sous tension. Puis vient l'occupation, les restrictions alimentaires, les files d'attente devant les boulangeries. Noël, avec son expérience de l'économie, survit mieux que beaucoup. Elle sait faire durer un morceau de pain, transformer un os en bouillon nourrissant, remplacer le beurre par de l'huile. En 1943, la municipalité de Lyon, confrontée à la malnutrition des enfants, ouvre des cantines scolaires. Le Secours national, organisme de l'époque documenté dans les archives municipales, recrute des cuisinières capables de nourrir des dizaines d'enfants avec peu de moyens. Noël postule. On l'embauche immédiatement. Elle devient cantinière à l'école primaire du quartier de la Guillotière. C'est là qu'elle retrouve un semblant de sens. Chaque matin, elle arrive avant l'aube. Elle prépare des soupes épaisses avec des légumes que les maraîchers lui donnent parce qu'ils sont tordus ou tachés. Elle fait bouillir de grandes marmites d'eau avec du thym pour purifier l'air de la cuisine. L'odeur se répand dans toute l'école. Les enfants reconnaissent cette senteur. Certains l'appellent Tante Noël. Elle ne corrige pas. Elle sourit doucement. Ces enfants-là, maigres et fatigués, lui rappellent Jeanne. Chaque fois qu'elle remplit une assiette, elle pense à la petite fille qu'elle a laissée à Dijon. Elle se demande si Jeanne respire toujours bien, si quelqu'un a pensé à ouvrir sa fenêtre, si le brin de thym a survécu. Les autres cuisinières de la cantine deviennent ses seules amies. Elles partagent les mêmes journées épuisantes, les mêmes mains abîmées, les mêmes salaires dérisoires. Mais elles partagent aussi les soupes, les histoires, les silences complices. Noël apprend qu'elle n'est pas seule, qu'il existe une communauté horizontale de femmes qui se soutiennent sans juger. Madame Blanc, une veuve qui travaille à la cantine depuis 10 ans, lui dit un jour « On nous efface toujours, mais on existe quand même. » Noël hoche la tête. C'est la première fois qu'elle se sent vue, pas comme une bonne, pas comme une domestique, mais comme une personne. La guerre se termine, la vie reprend. Noël continue à travailler dans les cantines. Elle progresse lentement. De simple cuisinière, elle devient responsable des desserts. Puis en 1955, on lui confie la coordination d'une deuxième cantine. Elle forme des jeunes femmes. Beaucoup viennent du même chemin qu'elle. Orphelines, pauvres, sans référence. Elle leur apprend les gestes, la patience, et surtout, elle leur répète « Vous n'êtes pas invisible, votre travail compte, ce que vous faites nourrit des vies, ne laissez personne vous dire le contraire. » Les jeunes cuisinières l'écoutent avec respect. Elles voient dans ses mains gercées et ses yeux fatigués une force qu'elles veulent avoir un jour.
En 1963, Noël a 50 ans. Ses cheveux ont grisonné, son dos est plus courbé, mais ses mains restent fermes quand elle remue les marmites. Ce matin-là, elle prépare une soupe de légumes pour la cantine de l'école Voltaire. Elle chantonne en travaillant. Une vieille berceuse que sa mère lui chantait. La même qu'elle chantait à Jeanne il y a 31 ans. Elle ne sait pas encore que cette chanson va tout changer. Qu'une femme va entrer dans la cuisine et reconnaître cette mélodie. Que le passé, enterré depuis 3 décennies, va surgir comme une vague. Que le nom qu'on lui avait volé va enfin lui être rendu. Pour l'instant, Noël remue sa soupe. L'odeur du thym monte avec la vapeur. Et dans quelques minutes, sa vie va basculer pour la 2e fois. Mais cette fois, ce ne sera pas vers l'effacement, ce sera vers la lumière. Jeanne Arthaud a 42 ans en ce mois d'avril 1963. Elle est devenue institutrice. Un choix qui n'est pas innocent. Toute sa vie, elle a porté la culpabilité de ce soir de 1932. Pourquoi n'ai-je pas crié quand ils l'ont emmenée? Cette question la hante dans ses nuits. Elle fait des cauchemars récurrents. Dans ses rêves, elle entend la berceuse de Noël. Elle sent l'odeur du thym. Elle se réveille en suffoquant, comme autrefois quand l'asthme l'étouffait. Mais maintenant, ce n'est plus son corps qui manque d'air, c'est son âme. Elle a essayé de parler à ses parents. Une fois, à 20 ans, elle a demandé à sa mère « Pourquoi avez-vous renvoyé Noël ?» Solange a répondu avec une froideur de glace « Nous n'en parlons pas. Cette femme n'existe plus. » Jeanne n'a pas insisté. Mais elle n'a jamais oublié. Elle a gardé, caché dans un tiroir de sa chambre, le petit brin de thym séché que Noël avait épinglé sur son épaule. 31 ans plus tard, il est fragile comme du papier. Mais elle le conserve comme une relique. Jeanne vient à Lyon pour un colloque d'éducateurs. Elle doit parler de méthodes d'alphabétisation pour les enfants de milieux populaires. C'est sa spécialité. Elle a choisi d'enseigner dans les quartiers pauvres. Une manière peut-être de racheter le silence de sa famille. Elle loge dans un petit hôtel près de la place Bellecour. Le 2e jour du colloque, on organise une visite dans une école primaire du quartier de la Guillotière, pour montrer aux enseignants comment fonctionnent les cantines scolaires municipales. Jeanne suit le groupe. Elle entre dans le réfectoire, des enfants mangent, le bruit des couverts, les rires, l'odeur de la soupe qui monte de la cuisine. Et soudain, une mélodie, faible, presque inaudible. Mais Jeanne la reconnaît immédiatement. Son cœur s'arrête. Sa main lâche son carnet de notes. C'est la berceuse. Celle que Noël chantait quand elle suffoquait. Celle qu'elle entend dans ses cauchemars depuis 31 ans. Elle s'excuse auprès du groupe et marche lentement vers la cuisine. Elle pousse la porte. La vapeur l'enveloppe. L'odeur du thym, si puissante qu'elle doit s'appuyer contre le mur. Et là, devant une grande marmite, une femme aux cheveux grisonnants, dos légèrement courbé, remue la soupe en chantonnant. Jeanne voit les mains, gercées, abîmées par des décennies de travail. Elle voit le poignet, la cicatrice. Toujours là, après tout ce temps, la femme se retourne, leurs regards se croisent. Noël cesse de chanter. La louche tremble dans sa main. Elle reconnaît ses yeux. Ces mêmes yeux qui la regardèrent avec confiance quand elle préparait la tisane. Mais maintenant, ce sont les yeux d'une femme adulte, pas d'une enfant de 11 ans. Jeanne murmure « Madame, vous connaissez cette chanson depuis longtemps, n'est-ce pas ?» Noël ne répond pas tout de suite. Elle pose la louche, ses lèvres tremblent. « Oui, mademoiselle, c'est ma mère qui me l'a apprise. » Jeanne avance d'un pas. « Votre mère était blanchisseuse à Chalon-sur-Saône ?» Noël devient pâle. « Comment savez-vous ?» Jeanne sent les larmes monter. « Parce que vous me l'avez dit, il y a très longtemps. Quand j'étais petite et que je ne pouvais pas respirer. » Le silence s'installe. Lourd. Chargé de 31 ans d'absence. Noël recule. « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être. » Jeanne prononce alors les mots que personne n'a dit depuis 3 décennies. « Noël Vasseur. Vous êtes Noël Vasseur. Et je suis Jeanne Arthaud, la petite fille que vous avez sauvée. » Noël s'effondre sur une chaise. Ses mains couvrent son visage. Elle pleure sans bruit. Toutes ces années à croire qu'elle avait été effacée, oubliée, jetée comme un rebut. Et voilà que cet enfant, devenu femme, se tient devant elle.
Jeanne s'agenouille. Pardon. Pardonnez-moi. J'aurais dû crier. J'aurais dû vous défendre. Mais j'avais 11 ans et j'avais peur. Noël lève les yeux. Rouge. Gonflé. Non. Vous étiez une enfant. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais Jeanne secoue la tête. Si. J'ai tout à me reprocher. Parce que pendant 31 ans, j'ai laissé ma famille effacer votre nom. Comme si vous n'aviez jamais existé. Comme si vous n'aviez jamais compté. Les autres cuisinières entrent dans la cuisine. Elles voient Noël qui pleure. Elles s'inquiètent. Jeanne se relève. Elle respire profondément. Et là, devant ces femmes qui travaillent dans l'ombre, elle fait ce qu'elle aurait dû faire il y a 3 décennies. Elle élève la voix, fort, clair. Cette femme s'appelle Noël Vasseur. Elle a travaillé dans ma maison quand j'étais enfant. Elle m'a sauvé la vie avec une tisane de thym quand les médecins ne comprenaient pas ce que j'avais. Et ma famille l'a chassée sans référence, sans un sou, sans même un mot de remerciement. Les cuisinières écoutent. Certaines hochent la tête. Elles connaissent ces histoires. Elles les ont vécues. Jeanne continue. Je suis venue aujourd'hui par hasard. Mais maintenant que je l'ai retrouvée, je veux que tout Lyon sache qui elle est. Je veux que son nom ne soit plus jamais effacé. Parce qu'elle mérite mieux que le silence. Elle mérite d'être reconnue, honorée, célébrée. Noël se lève lentement. Jeanne, vous n'êtes pas obligée. Mais Jeanne l'interrompt doucement. Si, je suis obligée, pas par devoir, mais par amour. Parce que vous m'avez appris quelque chose que ma propre famille n'a jamais compris. Que la dignité ne dépend pas du titre qu'on porte, ni de l'argent qu'on possède, mais de la manière dont on traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Elle sort alors de sa poche un mouchoir brodé. Dedans, le brin de thym séché, encore intact après 3 décennies. Je l'ai gardé, depuis le soir où ils vous ont emmené. Je ne vous ai jamais oublié. Noël regarde cette petite relique. Elle pleure à nouveau, mais cette fois, ce ne sont pas des larmes de honte. Ce sont des larmes de soulagement. Le poids qu'elle portait depuis 31 ans commence à se dissoudre. Quelqu'un se souvient, quelqu'un l'a vue. Elle n'a pas été effacée. Son nom n'a pas disparu. Il était juste en attente. Et maintenant, il va revenir à la lumière. Le lendemain, Jeanne revient à la cantine avec une proposition. Elle a passé la nuit à réfléchir, à pleurer aussi, mais surtout à comprendre ce qu'elle doit faire. Elle trouve Noël en train de préparer le déjeuner. « Madame Vasseur, j'ai une demande à vous faire. » Noël lève les yeux, inquiète. Jeanne sourit doucement. « Votre pudding au pain, celui que vous faisiez chez nous. Est-ce que vous le préparez encore ?» Noël hésite. « Oui, pour les enfants. Chaque vendredi. C'est leur dessert préféré. » Jeanne hoche la tête. « Je voudrais que vous l'inscriviez au concours municipal de dessert populaire, celui qui aura lieu le mois prochain. » Noël recule. « Non. Je ne peux pas. Je ne suis qu'une cantinière. » Jeanne prend ses mains. « Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes une femme qui a transformé la pauvreté en dignité, qui a nourri des centaines d'enfants avec des recettes que les riches méprisaient. Votre pudding mérite d'être reconnu. Et vous aussi. » Les semaines suivantes, Jeanne aide Noël à préparer le dossier pour le concours. Elle écrit l'histoire du pudding. Comment il est né dans une maison bourgeoise de Dijon. Comment il a été méprisé comme chose de pauvre. Et comment il est devenu, dans les cantines de Lyon, le dessert qui réchauffe les cœurs des enfants qui ont faim et froid. Le jour du concours arrive. La salle municipale est remplie de cuisiniers, de pâtissiers, de jurés. Noël est terrifiée. Elle veut partir. Mais Jeanne la retient. « Vous avez survécu à bien pire, vous pouvez faire cela. » Les jurés goûtent les desserts un par un. Quand ils arrivent au pudding de Noël, le silence se fait. L'un d'eux, un vieux chef lyonnais, ferme les yeux. « Ça, dit-il, c'est le goût de mon enfance. Le goût du pain qu'on ne gaspille pas. Le goût de la dignité. » Le pudding au pain de Noël Vasseur remporte le premier prix. Sous les applaudissements, Noël monte sur l'estrade. Elle tient le diplôme entre ses mains tremblantes. Pour la première fois de sa vie, elle n'est pas invisible. On la photographie. Cette fois, elle ne détourne pas le visage. Elle sourit. Un vrai sourire.
Pas celui de la peur, mais celui de la reconnaissance. Jeanne, dans la salle, pleure de joie. Ce n'est pas seulement un dessert qui est célébré. C'est une vie. C'est un nom. C'est une femme qu'on avait voulu effacer et qui revient à la lumière. Les mois suivants apportent d'autres changements. La municipalité de Lyon propose à Noël de coordonner 2 cantines supplémentaires, de former de jeunes cuisinières issues de milieux défavorisés. Noël accepte. Pour la première fois, elle a un salaire décent, un appartement avec chauffage. Elle n'a plus froid la nuit. Ses mains restent abîmées, mais elle ne les cache plus. Ce sont des mains qui ont travaillé, qui ont nourri, qui ont compté. Jeanne, de son côté, retourne à Dijon. Elle convoque une réunion du conseil scolaire. Elle propose la création d'une bourse d'études pour les jeunes filles de familles pauvres qui travaillent tout en étudiant. Elle veut l'appeler Bourse Noël Vasseur. Certains membres du conseil hésitent. Qui est cette Noël Vasseur? Jeanne raconte l'histoire, sans rien cacher. Sa famille, l'injustice, l'effacement et la rédemption. Le conseil vote à l'unanimité. Solange Artaud apprend l'existence de cette bourse par une voisine. Elle ne dit rien. Elle vieillit dans l'amertume, isolée, craintive du jugement. Elle sait que sa fille a trahi le silence, mais elle est trop orgueilleuse pour admettre son erreur. Elle meurt en 1965, à 73 ans, sans jamais avoir prononcé le nom de Noël. Mais dans ces dernières semaines, alitée, fiévreuse, elle délire. Les infirmières l'entendent murmurer. Noël. Pardon. Noël. Personne ne comprend. Jeanne, à son chevet, comprend. Mais il est trop tard. Le pardon qu'on refuse de donner vivant ne vaut plus rien quand on meurt. Hervé, lui, survit à sa femme 2 ans. En 1967, il envoie une donation anonyme à la bourse Noël Vasseur. 1000 francs, une somme importante pour l'époque. Il n'écrit pas de lettre, pas d'explication. Juste l'argent. C'est sa manière de demander pardon. Trop tard, trop peu. Mais c'est tout ce qu'il peut offrir. Jeanne reconnaît l'écriture sur l'enveloppe. Elle ne dit rien à Noël. Certaines choses doivent rester entre les morts et les vivants. En 1968, Jeanne rend visite à Noël dans son appartement de Lyon. C'est un dimanche. Noël prépare le pudding au pain. Elle s'assoit à table. 2 femmes que la vie a brisées puis reconstruites. Jeanne sort alors de son sac la photographie de 1932, celle du dîner chez les Artaud. Noël la regarde longuement. « C'est moi », murmure-t-elle. « J'avais 19 ans. J'avais si peur. » Jeanne hoche la tête. « Vous aviez raison d'avoir peur, mais vous aviez aussi raison de ne pas supplier. Vous êtes parti avec dignité, et c'est cette dignité qui vous a sauvé. » Noël touche le cadre. Qu'allez-vous en faire? Jeanne sourit. Je vais la garder, chez moi, à côté de la photo de mon diplôme d'institutrice, parce que c'est vous qui m'avez appris à respirer. Et c'est vous qui m'avez appris à enseigner, même si vous ne le saviez pas. Elle mange le pudding en silence. Le goût du pain, du miel, du lait. Simple, humble, mais tellement riche de sens. Jeanne regarde Noël. Vous savez ce que je dis à mes élèves quand je leur parle de vous? Noël secoue la tête. Je leur dis que la dignité ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on fait avec ce qu'on a. Vous aviez un brin de thym, vous en avez fait un remède. Vous aviez du pain rassis, vous en avez fait un dessert. Vous aviez été effacé, vous en avez fait une leçon d'humanité. Noël pleure doucement. Ce ne sont plus des larmes de honte, ce sont des larmes de paix. Jeanne prend sa main. Ma famille vous a volé votre nom pendant 31 ans. Mais aujourd'hui, ce nom est gravé sur une bourse qui aide des jeunes filles à étudier. Il est inscrit sur un diplôme de concours culinaire. Il est prononcé par des dizaines d'enfants qui vous appellent Tante Noël. Vous n'avez pas été effacé. Vous avez été retardé. Mais maintenant, vous existez. Et vous comptez. Plus que jamais. Noël Vasseur meurt en 1982, à 69 ans. Elle est entourée de ses anciennes élèves cuisinières, de Jeanne, et d'une dizaine d'enfants devenus adultes qui ont mangé son pudding dans les cantines de Lyon. Ses funérailles sont simples, mais dignes. Jeanne prononce l'éloge.
Elle parle d'une femme qui a transformé l'injustice en enseignement, l'effacement en héritage, le silence en chanson. Après la cérémonie, Jeanne retourne chez elle à Dijon. Elle accroche la photographie de 1932 dans son salon. À côté, elle place une petite plaque gravée. Noël Vasseur, 1913-1982. Celle qui m'a appris à respirer. Cette photo ne sera jamais exposée dans un musée. Elle restera dans cette maison, privée, intime, parce que c'est là qu'elle doit être, pas comme curiosité historique, mais comme mémoire vivante. Comme preuve qu'une vie effacée peut renaître, qu'un nom volé peut être rendu, et que la dignité, même piétinée, finit toujours par se relever. Les années passent, la bourse Noël Vasseur continue d'exister. Des dizaines de jeunes filles en bénéficient. Elles ne savent pas toutes qui était Noël, mais elles portent son nom. Et dans ce nom, il y a une promesse, que personne ne sera plus jamais effacé, que chaque vie compte, que chaque geste de bonté, même le plus humble, laisse une trace, et que parfois, il suffit d'un brin de thym et d'un pudding au pain pour sauver le monde. Au terme de ce récit, une vérité s'impose. Même dans les existences les plus modestes, un geste de bonté peut traverser les décennies et changer un destin. L'histoire de Noël nous rappelle que la dignité se construit souvent dans le silence, dans la fatigue, dans l'invisible, et que certaines injustices ne disparaissent vraiment que lorsque quelqu'un ose enfin nommer ce qui a été effacé. À travers cette trame fictionnelle, mais profondément ancrée dans notre expérience humaine, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous traitons ceux qui ne peuvent pas se défendre, et à la responsabilité que nous portons face au silence imposé. Et maintenant, laissez-moi vous poser quelques questions. Qu'est-ce que cette histoire vous a rappelé sur la fragilité des liens entre employeurs et employés, surtout à une époque où la parole d'une domestique ne valait presque rien? Avez-vous déjà été témoin d'un geste humble qui a changé une vie, peut-être même la vôtre? Pourquoi pensons-nous que certaines personnes n'existent plus, simplement parce que quelqu'un a décidé de ne plus dire leur nom? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez le mot souvenir dans les commentaires. Un mot qui porte la mémoire de Noël et de toutes ces vies anonymes qui ont façonné notre histoire. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous en avez envie, partagez un fragment de mémoire de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Une anecdote, une odeur, une recette, une injustice oubliée. Peut-être qu'elle pourra, un jour, inspirer une nouvelle histoire sur ce canal. Merci d'être là, merci de donner vie à ces récits qui parlent du courage silencieux et des traces que nous laissons sans le savoir. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche et de partager si cette histoire vous a touché. Et si votre cœur réclame encore d'autres récits humains, cliquez sur le quart final. Une nouvelle histoire vous attend déjà.